Ce soir, on vous parle de la politique ivoirienne. Nous sommes à 6 mois de la présidentielle en Côte d'Ivoire. À ce stade, toujours dans l'attente d'une annonce du président Alassane Ouattara sur son éventuelle candidature à sa propre succession ou pas. Et nous avons de nombreux candidats, ténors de partis d'opposition historiques radiés des listes électorales, le tout dans une coalition de l'opposition, le CAP-CI, fissuré, qui semble voler en éclats. Pour en parler avec nous ce soir, Charles Blégoudet, président du COJEP, merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes vous-même un des ténors de cette opposition qui sont radiés des listes électorales. Vous ne pouvez pas vous présenter. Avez-vous renoncé ou maintenez-vous votre candidature? Je ne peux pas renoncer. Je ne peux pas renoncer. Vouloir diriger un pays, ce n'est pas un jeu d'enfant. C'est vrai qu'il y a des obstacles. Et maintenant, il va falloir tout mettre en œuvre pour que ces obstacles-là soient levés. Vous savez que dans notre pays, l'élection présidentielle s'apparente aujourd'hui à une pandémie qui réapparaît tous les 5 ans. Et à quelques mois de cette élection, la tension monte. Mon objectif aujourd'hui, au-delà de ma candidature, c'est de faire en sorte qu'il y ait un dialogue. C'est de faire appel à notre mémoire collective, à notre passé récent, à notre histoire récente, douloureuse. Et si nous voulons vraiment le bien-être des Ivoiriens, opposition et pouvoir doivent donc accepter de s'asseoir sur une même table. Ne craignez-vous pas justement d'incarner cette partie de cette histoire douloureuse, je pense évidemment aux tensions post-électorales de 2011, à la crise post-électorale de 2011. On ne va pas réécrire l'histoire, d'autant que moi j'ai déjà été acquitté, mais ne pas réécrire l'histoire, ce n'est pas seulement se dédouaner. Ne pas réécrire l'histoire, c'est en tirer les leçons, savoir d'où notre pays vient et créer les conditions d'un dialogue constructif qui réunit pouvoir et opposition pour éviter qu'une seule goutte de sang d'un Ivoirien puisse couler encore pour une élection, pour éviter que des Ivoiriens puissent encore se ruer vers les pays limitrophes. Nous avons là l'intelligence, nous avons là l'opportunité de prendre de la hauteur et puis nous asseoir pour discuter. C'est d'ailleurs pour ça que je suis en Europe. Justement, vous êtes en Europe depuis le 18 juin. Quel est votre objectif de cette tournée européenne? Avant de venir en Europe, j'ai été à Dakar, rencontrer le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies. J'ai échangé avec l'envoyé spécial de l'Union africaine. Et il y a quelques jours, j'étais à Bruxelles, à l'Union européenne. Aujourd'hui, je suis en France. Dans quelques jours, je vais à Genève, à l'ONU. Et tout cela, je frappe à des portes pour qu'on puisse nous aider à nous asseoir, pour que la voie du dialogue puisse triompher sur la voie de la confrontation. Mon objectif ici, c'est de faire en sorte qu'on puisse parvenir à un accord minimal et qui puisse éviter la confrontation. Si cela est possible, je pense que cela peut être possible. Et je profite pour lancer un appel au chef de l'État ivoirien, lui demander de prendre de la hauteur, de faire en sorte que opposition et pouvoir puissent se retrouver autour d'une table. Pour moi, c'est la seule voie. C'est la seule voie qui vaille la peine pour éviter encore d'endeuiller la Côte d'Ivoire. Voilà ce pourquoi je suis là. Alors, vous parlez de la communauté internationale que vous cherchez à sensibiliser, mais qu'en est-il de ce qui se passe à l'interne? Je parlais de cette coalition, la coalition CAP-CI, voilà, la coalition pour la transition démocratique en Côte d'Ivoire. Elle réunissait 24 partis d'opposition, dont le PDCI-RDA et le PPACI. Mais cette coalition est en train de voler en éclats après justement une alliance entre ces deux partis, le parti de Tidjane Thiam et de l'ancien président Laurent Gbagbo. Quel avenir pour cette coalition dont vous faites partie, il me semble? Mais madame, quelle est sa stratégie en réalité? Madame, d'abord, je ne peux pas parler de stratégie d'une coalition, d'accord, qui, à la veille d'une élection, sur un plateau de télévision, ce que j'ai pu vous dire, moi, par éducation, par culture politique, je respecte toujours le droit des autres à chercher et à trouver leur chemin. Le PDCI-RDA, bien que membre des CAP Côte d'Ivoire, est allé signer un accord avec un autre parti politique en toute responsabilité. Mais le moins que je puisse dire, je ne peux pas, moi, les juger. Je ne peux pas faire jouer la police derrière eux. Mais ils auraient dû au moins nous informer, ne serait-ce que par courtoisie. Ce qui n'a pas été le cas, mais ce n'est pas bien grave. Au-delà des coalitions dont vous parlez ici, il faut interroger l'objectif de la coalition. L'objectif de la coalition, c'était d'obtenir un dialogue avec le pouvoir, pour que les questions comme la radiation des ténors de l'opposition, dont moi-même, la révision de la liste électorale, le découpage électoral et bien d'autres questions relatives
à l'élection prochaine puisse être réglée au cours d'un dialogue. Voilà notre objectif principal. Vous parlez de voler en éclats. Non, notre coalition ne vole pas du tout en éclats. Un parti a signé, un parti partenaire a bien jugé de le faire. Nous respectons cela, mais nous continuons. Il y a 2 partis qui ont quitté cette coalition. Oui, mais vous avez parlé de 24 partis, vous faites 24 moins 2. Alors justement, c'est une vingtaine de partis, du coup, cette coalition. Voilà. Qu'en est-il de sa stratégie? Vous dites que le but, c'est de mener un dialogue avec le parti au pouvoir. Vous êtes vous-même partisan de ce qu'on appelle le plan B, inspiré du schéma sénégalais. Est-ce que vous êtes donc prêt à accepter qu'il y a un candidat unique pour l'opposition? Comment vous voyez ce plan B? D'abord, il faut tout contextualiser, madame. Le plan B sénégalais a eu lieu à 10 jours. Parce que Ousmane Sonko et Diomaye Faye sont sortis des prisons à 10 jours des élections. Nous sommes à 4 mois des élections. Et il y a encore des questions relatives créer des conditions d'une élection paisible, inclusive, et sans violence. Et c'est à cela que moi, je travaille pour le moment. Je travaille à ce que mon pays ne puisse pas encore plonger dans une voie de violence. Je travaille à ce que les uns et les autres puissent comprendre que la voie du dialogue doit primer sur toute autre voie, qui serait suicidaire au regard de notre histoire récente. Ça, il s'agit de la Côte d'Ivoire, au-delà de moi, ma candidature. Maintenant, pour en venir au plan B dont vous parlez, moi, j'ai encore, même plus un plan C. Et nous nous organisons, nous travaillons, des voix se lèvent, d'autres voix se créent, et au-delà de l'opposition traditionnelle. Est-ce que vous avez parlé à Ousmane Sonko? Ousmane Sonko s'est rendu en Côte d'Ivoire, il a rencontré le président Alassane Ouattara, mais il a aussi rencontré Laurent Gbagbo, votre ancien mentor, l'ancien président. Il s'est entretenu visiblement au téléphone aussi avec Tidjane Thiam, justement pour les convaincre d'aller vers cette voie-là et de ce fameux plan B. Est-ce que vous avez eu l'occasion de lui parler? Je m'interdis d'exposer sur les plateaux les contacts que j'ai avec des gens qui sont aujourd'hui des dirigeants et qui incarnent la vie de millions de personnes. Vous savez que la diplomatie, c'est là d'intéressant qu'elle est discrète. Et moi, je travaille dans l'ombre, je suis en France, je travaille avec des gens, je n'ai pas besoin de l'exposer. C'est au résultat qu'on va me juger. Mais le plus important, c'est de faire en sorte que je joue un rôle central, un rôle important pour incarner ce tampon qui puisse faire en sorte qu'on puisse éviter à la Côte d'Ivoire une autre crise, soit préélectorale ou post-électorale. Ce que je cherche, ce n'est pas la résolution d'un problème personnel. Je cherche une solution collective pour mon pays, pour mon peuple, pour cette jeunesse qui a besoin de travailler, pour qu'on puisse enfin s'attaquer aux questions essentielles relatives à leur éducation, à leur emploi, à la santé. Voici les vrais problèmes auxquels on doit faire face. Pour un pays comme la Côte d'Ivoire qui sort de crise, pour un pays comme la Côte d'Ivoire qui, autour de lui, aujourd'hui, au nord, dans le Sahel, vous voyez les terroristes. La Côte d'Ivoire est comme une digue, est comme un moteur. Il faut faire en sorte qu'elle ne se meure pas. Alors pour le faire, la classe politique doit prendre la hauteur. Alors justement, est-ce que ce n'est pas une perte de temps, justement, ce dialogue qui n'arrive pas avec le parti au pouvoir? Pendant ce temps-là, vous ne parlez pas de vos programmes aux Ivoiriens, de la vraie politique, des vraies questions. C'est cela qu'il faut, madame. Qu'est-ce qu'on propose pour les Ivoiriens? Qu'est-ce qu'on propose pour la santé des Ivoiriens? Qu'est-ce qu'on propose pour l'agriculture? Pour transformer nos produits, pour qu'on puisse être maître des prix de ces produits-là. C'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Mais pour y arriver, il faut éponger toutes ces questions qui cristallisent l'attention. Il faut baisser l'attention. C'est à cela que moi, je veux travailler. Et c'est possible en 4 mois? C'est possible même en 2 mois. On peut travailler là-dessus. Et moi, j'ai foi. Je lance un appel au chef de l'État. Je voudrais bien qu'il prenne de la hauteur, qu'il fasse en sorte que pouvoir et opposition puissent s'asseoir. Les Ivoiriens en ont besoin. Notre histoire nous le recommande. Ce n'est même pas une option, le dialogue. C'est un impératif au regard de notre histoire. C'est ce rôle-là que je suis en train de jouer. Et je continue de parler jusqu'à ce que ma voix soit entendue, que ce qu'il nous faut, c'est le dialogue. Pour qu'on règle toutes ces questions, qu'on ne parte pas droit dans le mur. La Côte d'Ivoire en a besoin et toute l'Afrique nous regarde. Eh ben là, votre message est passé. En tout cas, merci beaucoup Charles Blé Goudet. Merci d'être venu répondre à nos questions. C'est la fin du Journal de l'Afrique.